parce que sinon c'est beaucoup trop. Alors, petite micro-introduction générale. Donc, le cycle des Filiconi est un cycle d'analyse d'objets, on va dire, d'objets d'art ou d'objets qui enfin, produisent des interrogations sur ce que sont les artefacts et ce que sont les objets d'art. Et évidemment, avec un fond évidemment d'interroger les questions de l'image, puisque on est dans une école de l'image et de la photographie, donc on réfléchit à ces questions-là. Ça peut aller de toutes sortes de choses. Là, le premier, donc là, on en est au 61e Filiconi, donc chaque Filiconi est enregistré. Puis, du coup, on a accès à toutes les Filiconi parce qu'on les met sur le site du CRE, donc ça fabrique une archive. Ça, c'est un des objets les plus anciens que j'aurais pour le moment à vous proposer, puisqu'il date du 15e siècle avant notre ère. Voilà, donc c'est des objets qui, quelquefois, datent d'avant-hier, d'autres qui sont extrêmement anciens. J'essaye de traverser comme ça une histoire des représentations pour fabriquer des méthodes, pour fabriquer de la méthodologie d'interprétation de ces objets. Donc, aujourd'hui, j'en fais que deux. C'est le premier truc, première rentrée. Généralement, sur une séance, il y a généralement 3 objets avec des durées différentes en fonction de leur teneur. Aujourd'hui, j'ai 2 objets. Un objet qui date du 15e siècle avant notre ère et un second objet qu'on verra après qui lui date du 18e siècle. Et donc on va essayer dans l'un et l'autre de parler de problématiques d'image et de problématiques de représentation. Donc cette Filiconie qui est la 61e Filiconie, je voudrais vous parler de ce qu'on nomme en archéologie le Kouros de Palai-Castro et qui est donc daté à partir de trucs qui ont été faits de manière très scientifique au carbone 14, qui est daté aux alentours de 1450 avant notre ère. Cet objet, c'est celui-ci. C'est donc ce qu'on appelle un kouros en grec, c'est-à-dire un jeune homme. C'est une statuette d'un corps masculin qui fait 54 cm de haut, qui est un artefact qui appartient à ce qu'on appelle la culture minoenne, je vais y revenir, et qui représente donc un jeune homme debout, et qui va poser extraordinairement de questions et de problématiques d'interprétation sur ce qu'est cet objet et ce qu'on en fait. Cet objet, il est très récent, donc ça veut dire qu'il a un peu bouleversé l'archéologie récente puisqu'il a été découvert en 1987 en plusieurs moments et en plusieurs lieux. Et donc il a fallu recomposer, que les archéologues reconstituent cet objet qui était pulvérisé pour arriver à en faire quelque chose et en déterminer un truc. Cet objet a été trouvé dans une ville qui s'appelle Palai-Castro, en français Palais-Castro, qui veut dire donc le vieux château en grec, qui est une ville minoenne de l'extrême est de la Crète, qui a été une ville à un moment qui a été une ville extrêmement riche parce qu'elle a été le point d'entrée pour le commerce crétois et le commerce minoen, le point d'entrée entre 3 espaces, c'est-à-dire l'espace au nord Rhodes, l'espace à l'est de la Phénicie et l'espace au sud de l'Égypte. Et donc c'est un croisement de civilisations et un croisement d'influences extrêmement fortes. Et donc j'essaierai de vous dire un certain nombre de choses autour de cet objet pour le comprendre. Et donc, il y a tous ces croisements qui se font. Moi, ce que je vais essayer de vous montrer avec cet objet, c'est que cet objet, il est extrêmement problématique et qui va nous obliger à produire trois interprétations. L'interprétation de ce qu'on appelle une crise historique. Alors, je vous expliquerai pourquoi, mais ce n'est pas ce qui va être le plus long, mais il y a une crise historique qui est liée à ça. L'interprétation, et ça c'est beaucoup plus intéressant pour nous, c'est que cet objet est lié à une crise iconoclaste sans précédent, et donc nous permet de convoquer l'histoire de cette crise iconoclaste. Et la troisième qui est un problème de crise esthétique, c'est-à-dire je vais vous montrer des détails de cette sculpture, qui pour le moment, cette statuette, qui pour le moment vous semble probablement un peu étrange, mais je vais essayer de vous montrer un certain nombre de choses. Cette statuette est donc ce qu'on appelle très techniquement une statuette chryséléphantine, simplement parce qu'elle est faite en ivoire et en or. Alors c'est de l'ivoire un peu particulier parce que c'est de l'ivoire de défense d'hippopotame, qui a donc été acheté évidemment en Égypte et qui est revenu jusqu'en Crète et qui a été travaillé jusqu'en Crète. Et donc c'est une statuette qui appartient à ce qu'on appelle 2 espaces, qu'on appelle l'âge du bronze. Donc l'âge du bronze va techniquement pour la Méditerranée du 32e siècle au 9e siècle, avant notre ère évidemment, et lié à l'implantation de ce site qui appartient à l'âge du bronze, qui est le site de Palais-Castro. Et tout ça appartient à ce qu'on appelle la culture minoenne. La culture minoenne qui est encore un espace extrêmement compliqué aujourd'hui pour arriver à le comprendre, qui se déploie, elle, entre le 30e et le 10e siècle avant notre ère. Cet objet appartient au 15e siècle, donc plutôt la fin
enfin la dernière partie de la culture minoenne. La culture minoenne, quand elle va s'effondrer, je vais vous expliquer pourquoi et en quoi cet objet produit des crises et permet d'interpréter des crises iconoclastes liées à ça. Et ensuite de ça, ce qui sera remplacé par ce qu'on appelle la culture mycénienne, donc liée à Mycène, la ville au milieu du Péloponnèse, qui sera ce qu'on appelle après la culture grecque telle qu'on la connaît. Donc cet objet, il est là, il appartient à cette grande culture minoenne. Il est conservé au musée archéologique de la ville de Scythia, à l'extrême est de la Crète. Il est donc composé de plusieurs éléments. Le corps, tout le corps est composé en défense d'hippopotame, en ivoire de défense d'hippopotame. Sa tête est assez fascinante. Sa tête est composée, donc évidemment c'est bien cassé, mais sa tête est composée, toute la coiffe est composée en serpentinine, donc qui est une pierre noire-verte très dure, qui est entièrement gravée. Je vous montrerai les détails, entièrement gravée avec un mohawk, c'est-à-dire il y a une espèce de crête au-dessus du truc, une coiffe assez particulière, mais qu'on reconnaît dans la culture minoenne. 2 yeux en cristal de roche. Et puis après, vous avez, c'est pas ça. Et après, vous avez toutes sortes de petits rhéodores à droite et à gauche, et notamment sur les pieds. Et vous avez, ça c'est l'arrière de la statuette. Et vous avez toutes les chevilles à l'intérieur de construction. Les chevilles sont en bois d'olivier. Alors, la crise historique. Qu'est-ce que cet objet nous indique sur une crise historique ? Cet objet a donc été retrouvé, je vous expliquerai comment il a été retrouvé, mais comme c'est de l'ivoire d'hippopotame, c'est assez facile, on peut faire une datation, et la datation est à peu près sûre qu'elle date de la moitié du XVe siècle. La moitié du XVe siècle, c'est une période qui est extrêmement particulière, puisqu'elle va nous renvoyer à 2 problématiques compliquées, qui est 1. Normalement, dans la culture minoenne, il n'y a quasiment pas d'attestation de sculpture masculine. C'est majoritairement, ou sinon c'est des petites amulettes, mais c'est majoritairement des sculptures avec des statuettes de représentation féminine, notamment les fameuses déesses au serpent, etc. On est plutôt dans quelque chose où ce sont des systèmes de représentation qui sont liés à des divinités ou des prêtresses. Il semblerait plutôt que ce soit des prêtresses, même si pour nous aujourd'hui c'est très compliqué, mais qui sont plutôt d'ordre féminine. Ça, c'est une des rarissimes statuettes minoennes vraiment masculine et de taille importante qui nous pose un certain nombre de problèmes et qui font dire aux archéologues que et vu la préciosité des matériaux, qu'il s'agit de la représentation d'une divinité. Alors je vous en reparlerai tout à l'heure parce qu'il y a plein d'hypothèses à émettre sur cette question-là. La deuxième chose qu'il faut comprendre, donc qu'est-ce que fait cette représentation masculine alors qu'habituellement dans le système des représentations et de l'iconographie minoenne, c'est plutôt féminin. Ça, c'est la première question. Deuxième question, on est au milieu du XVe siècle. Avant notre ère. Or, au milieu du XVIe siècle avant notre ère, il s'est passé quelque chose qui était extrêmement important, puisque c'est daté entre 1630 et 1530 avant notre ère, qui est la fameuse explosion de Santorin. L'explosion de Santorin a produit évidemment une coulée pyroclastique extrêmement démesurée, mais surtout a produit, et ce qui est important pour nous, un tsunami qui est considéré aujourd'hui comme un des tsunamis les plus importants des 10 000 ans qui viennent de passer. C'est un tsunami qui a dépassé les 28 mètres de hauteur et tsunami qui aurait quasiment écrasé ou en tout cas anéanti une partie de cette culture minoenne. On sait aujourd'hui, les archéologues arrivent à comprendre comment ça a été détruit. On sait que près de 2/3 de la population sont mortes et donc un effondrement évidemment du système économique, un effondrement du système politique et probablement aussi effondrement des systèmes de représentation et crise iconoclaste. Je vous expliquerai des choses sur la découverte de cette statuette et pourquoi cette statuette a été compliquée. Donc, on a une succession de ces éléments qui vont produire une crise anthropologique, une crise sociale et une crise politique extrêmement forte. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette crise iconoclaste et pourquoi on essaye de vous dire qu'il s'agit d'une crise iconoclaste? Les archéologues, en fouillant le site de Pallaicastro, fouillent une salle d'un des bâtiments, et dans cette salle d'un des bâtiments, ils découvrent dans les sédiments, au pied d'un mur, ils découvrent une multitude de fragments du buste et d'une tête explosés d'une statuette. Puis ils continuent de fouiller, des mois plus tard et des années plus tard, ils vont trouver de l'autre côté du bâtiment, à l'extérieur, au pied d'un autre mur, les jambes, ce que vous voyez ici, les jambes de cette même statuette et une partie du haut de cette même statuette, carbonisées dans des restes de feu. L'hypothèse des archéologues aurait été que quelqu'une, se soit saisi de cette statuette
et l'est violemment broyée contre un mur et est jeté une partie du reste de la statuette dans un feu. Donc les archéologues, après tous ces trucs, et des tamis ont récupéré des fragments, et les archéologues ont réussi à reconstituer cet objet avec l'ensemble des éléments qu'il compose. Donc on a un objet qui est un objet extrêmement riche, un objet qui a été pulvérisé, et un objet qui indique donc, au milieu du XVe siècle, quelqu'un à un endroit proche d'un temple aurait éventuellement produit un geste iconoclaste, et que ce geste iconoclaste aurait été la destruction de cette statuette que vous voyez devant vous. Alors, pourquoi la destruction de cette statuette, et qu'est-ce qu'elle nous indique, nous, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet, d'imaginer que, probablement autour du XVIe siècle, on a une crise délirante, qui est une crise qui est liée à un tsunami, et une crise technique, on va dire, et une crise politique qui s'ensuit. La deuxième hypothèse est de considérer que les conséquences de cette crise politique ont probablement induit un effondrement d'un système métaphysique, et qu'à partir de ça, il est possible que la culture minoenne et la population minoenne aient eu une peur terrifiante d'un système métaphysique qui aurait produit, qui n'aurait pas permis de protéger les cités de ce fléau. Et donc, que ça aurait généré un changement de paradigme extraordinairement fort, et qu'on aurait abandonné les cultes anciens, une partie des cultes anciens, et que se serait réapproprié des nouvelles formes de culte, et particulièrement l'apparition de cette statuette. L'autre chose, c'est que on sait que, et ça c'est du côté des récits, parce que l'un des grands problèmes de la culture minoenne, c'est que on n'arrive pas encore à tout traduire, c'est-à-dire que le linéaire A est intraduisible et le linéaire B produit encore, c'est extrêmement compliqué d'arriver à comprendre. Et sur toute la question, et en fait, par ailleurs, ce qu'on arrive à traduire, c'est souvent des objets qui sont des objets de comptage, de dépôt et de comptage de pitoy, mais qui ne sont pas beaucoup de textes théoriques ou de textes analytiques sur l'histoire des objets et l'histoire de la religion. Donc il faut émettre des hypothèses. L'autre hypothèse qui est extrêmement importante, c'est de considérer que, à partir du IXe siècle, donc littéralement à l'effondrement de la culture minoenne et au remplacement par la culture mycénienne, on sait qu'apparaissent une nouvelle forme de mythologie qui va être reprise par Hésiode au 7e siècle avec une théogonie, et que dans la théogonie d'Hésiode est mentionnée cette chose qui est fondatrice, qui est que la naissance de Zeus est entièrement déterminée par le fait que la mère de Zeus, pour éviter que son père ne le dévore, la mère de Zeus a jeté son fils, et que son fils serait tombé en Crète et qu'il aurait été élevé par une chèvre qui s'appelle Galatée. Il est probable donc que ce qu'on voit devant nous, c'est une hypothèse, et donc moi je ne fais que à la fois discuter avec des archéologues et comprendre cette hypothèse et vous émettre cette hypothèse. Il n'y a absolument rien de sûr. Mais une des hypothèses pourrait être que ce que vous avez devant vous, qui est cette statuette chryséléphantine de 54 cm, soit le témoignage, un des témoignages possibles, d'une crise iconoclaste sans précédent. On remplace les idoles, on en rajoute d'autres, et on fait apparaître tout d'un coup une divinité masculine. Est-ce que cette divinité masculine, elle peut être interprétée comme une sorte de proto-Zeus? C'est une des éventualités. Est-ce que c'est autre chose? En tout cas, cette statuette masculine a été retrouvée, la tête fracassée contre un mur, la tête éclatée, puisque la tête n'a même pas été retrouvée, il reste que les deux petites perles en cristal de roche qui font les yeux, et que cette fracture de cette pièce et le fait qu'elle ait été jetée au feu indique à un moment qu'il y a une immense crise iconoclaste, et que cette crise iconoclaste, on la connaît parce qu'on a des témoignages du côté de la pensée grecque, puisque à l'effondrement, donc dès le XVe siècle avant notre ère, la culture minoenne s'effondre parce que d'un point de vue économique, elle ne tient pas, et les 4-5 derniers siècles, la culture minoenne, elle est essentiellement dominée par la culture mycénienne, qui vont petit à petit remplacer. Et donc il est probable que ce devant quoi nous avons affaire est un objet qui témoigne à la fois d'une crise politique absolument foudroyante, d'une crise iconoclaste absolument foudroyante, et qu'elle témoigne de la possibilité de pouvoir se représenter, il y a si longtemps, à la fois un transfert d'objets mythologiques, un transfert d'objets métaphysiques, et la manière avec laquelle il faut reconvoquer toute une partie de ce qu'est la mythologie, tout ce qui est une partie des représentations. Et qu'il est possible que cette statuette, qui ne peut pas être autre chose qu'une statuette de divinité, elle est trop richement ornée et elle est trop précieuse, et le fait qu'elle ait été brûlée quasiment indique aussi la possibilité qu'elle ne puisse pas être autre chose qu'une statuette religieuse, serait
une des suppositions pour arriver à comprendre que cet objet est l'indication d'une crise iconoclaste absolument majeure et d'une crise iconoclaste essentielle pour arriver à comprendre, un, la fin de la culture minoenne, et deux, le remplacement avec la culture mycénienne. Et que du coup, on serait sur un objet de transition, et que cette image qu'on a devant vous, je vais vous remontrer des détails. Je vais vous montrer surtout une deuxième image. Ça, c'est l'arrière de la statuette. Donc, ce que vous voyez en noir, c'est la partie qui a été la plus carbonisée. Le reste, c'est de l'ivoire de rhinocéros, d'hippopotame, pardonnez-moi. Et vous avez donc les rayons d'or ici. Vous avez toute la partie. Donc là, on voit bien le mohawk sur la partie. Toute la coiffe est en serpentinine. Une pierre donc gravée. Les détails sont incroyables sur toute la texturation de la coiffe dite en as avec le mohawk au-dessus. Et puis vous avez, et puis en dessous, donc l'ivoire d'hippopotame est fondamental, est fortement carbonisé sur la partie du bas, et vous avez après des fragments. Et je vais vous montrer deux objets, parce que c'est ce qui me permettra de vous produire la troisième hypothèse autour de cet objet, c'est que cet objet va permettre d'identifier aussi à un moment de l'histoire des artefacts une autre crise qui est une crise esthétique. Et les deux autres objets que je voudrais vous montrer, c'est ça. Alors oui, j'assume, c'est une image que j'ai volée. Mais bon, de toute façon, je n'avais pas d'autre chose. Donc ça, c'est le détail du pied qui reste. Je vous laisse admirer la précision de cet objet du XVe siècle, avant notre ère, avec une chose qui est entièrement en feuille d'or. Et je vous laisse admirer aussi l'avant-bras de cette statue. Je vous laisse admirer la délicatesse de la sculpture, des veines et des tendons sur cet objet, sur cet artefact minoen. On est donc toujours au XVe siècle avant notre ère, ce qui veut dire qu'on est devant quelque chose qui nous oblige en fait à penser à la fois le niveau technique, l'excellence du niveau technique de cet objet, donc l'importance du système de représentation, et surtout qui nous oblige à penser une chose qui est assez étonnante, c'est que on est face à quelque chose qui nous oblige à interpréter une crise esthétique qui est liée à deux choses, le maniérisme et le réalisme. Et c'est quelque chose qui est étonnant. Jusqu'à présent, on ne réussissait pas à remonter aussi loin pour arriver à comprendre, si on est dans la lignée d'Eugenio Dors, sur la question de la compréhension que les mouvements historiques, les mouvements artistiques sont des fonctions, on n'avait pas réussi à remonter jusque-là. Là, on peut vraiment montrer qu'effectivement, il y a un moment, il y a une fonction de ce qu'on peut appeler du maniérisme et du réalisme, une fonction qui va être notoire au XVe siècle. Alors, il faudrait évidemment qu'il y ait encore d'autres objets pour nous assurer de la fonction de ça. Mais en tout cas, vous obtenez quelque chose qui est assez sidérant, puisque vous avez un niveau technique de cette statuette qui est extraordinaire. C'est un artefact chryséléphantin, donc c'est parmi les artefacts les plus précieux. Toutes les grandes statuaires des dieux et des déesses dans l'Antiquité sont des artefacts chryséléphantins. La statuette d'Athéna était chryséléphantine, la statue de Zeus à Olympe était chryséléphantine, etc., etc. C'est donc un artefact prestigieux qui est lié à une problématique de métaphysique. Il y a la préciosité des matériaux et surtout, il y a cette préciosité d'un réalisme qui tente à indiquer quelque chose, probablement à l'intérieur d'une crise politique et d'une crise de confiance dans les représentations de la divinité, les représentations des espaces d'artefacts, qui sont extrêmement forts et que je voulais vous montrer sur cet objet. C'est un objet qui est assez saisissant, un objet qui est une grande énigme dans l'histoire de la pensée et l'histoire de l'archéologie, et qui nous permet à la fois de réinterroger la culture minoenne, à la fois de réinterroger la manière avec laquelle on pense les artefacts métaphysiques et on pense la statuaire métaphysique, et tout ça lié à une problématique qui est une problématique d'esthétique, c'est-à-dire de degré, c'est-à-dire à un moment on va assumer le maniérisme. Je vous renvoie encore aussi à la délicatesse. Alors, vous avez la délicatesse du contrapposto, ça aussi, on pourrait en parler pendant des plombs, mais le contrapposto de cette statuette est absolument hallucinant. Je vous renvoie, pour celles et ceux qui seraient intéressés, je vous renvoie à cette extraordinaire fresque découverte à Akrotiri dans la mer Égée, cette fresque de la fameuse bataille navale, où l'on voit aussi un certain nombre de ces personnages de silhouettes. Et puis surtout, évidemment, je vous renvoie à un autre kouros qu'on appelle le pêcheur au coryphène, qui a été lui aussi retrouvé à Akrotiri, ce personnage qui est de profil, avec cette silhouette extraordinairement élancée, et qui tient deux grands filets avec des dorades coryphènes accrochés à ses filets. Donc il y a quelque chose dans cette existence, dans la nécessité de produire une image et la nécessité de l'inscrire dans un maniérisme qu'il faut réinterpréter
à mon sens, à l'aune des crises politiques et à l'aune des crises métaphysiques. Donc, voilà, je voulais vous présenter cet objet, qui est un objet particulièrement complexe. Peut-être que tout ce que je vous ai raconté ne tient pas, parce que finalement, cet objet était peut-être totalement lié à autre chose. Mais ce n'est pas que moi qui raconte ça, hein, c'est évidemment un nombre incalculable d'archéologues qui travaillent sur cet objet. Et d'arriver à vous montrer ces objets, qui sont des objets extrêmement étranges, qui vous obligent à penser à la fois des gestes, et que ces gestes impliquent une relation que l'humanité a entretenue avec l'image, et que l'image présuppose quelquefois des gestes d'une extrême violence et des gestes iconoclastes extrêmement importants. Peut-être que l'iconoclastie était pour d'autres raisons et pour d'autres valeurs, mais en tout cas, il y a eu un geste iconoclaste. Qu'est-ce qu'on fait de ce geste iconoclaste? Comment on le pense au XVe siècle avant notre ère, à l'intérieur ou dans une société qui, politiquement et anthropologiquement, est en train de s'effondrer. En tout cas, cet objet est d'un point de vue technique d'un raffinement absolument délirant, et il est à la fois dans son raffinement et dans son maniérisme le témoignage de quelque chose qui rentre en crise, à la fois d'un point de vue politique et à la fois d'un point de vue métaphysique ou religieux, puisque cet objet a priori interroge sur ces questions-là. Voilà, c'était un petit filiconis, mais je voulais présenter cet objet, qui est un objet qui, moi, me fascine pour plein de raisons et qui, je pense, nous permet très profondément de réfléchir aux conditions d'interprétation de ce que sont une image dans des relations à des usages et dans des relations à des systèmes métaphysiques. Questions, commentaires ou tout va bien? Ouais, dis-moi. Non, non, il y en a d'autres. Toutankhamon et tout ça, son père, etc. C'est déjà des crises iconoclastes et c'est déjà avant, puisque c'est la 27e dynastie. C'est donc avant encore. Donc il y en a eu, on en connaît des crises iconoclastes. On en connaît certains. C'est juste que c'est toujours de plus en plus compliqué d'arriver à les appréhender, plus elles sont anciennes. Et que celles-ci, on ne s'y attendait pas. C'est un truc très récent. Puis en plus, c'était assez récent. C'est-à-dire que les archéologues ont, dans les 30 dernières années, ont réussi, à dater l'explosion de Santorin, ce qui était déjà compliqué, c'est d'arriver à dater cette chose, qui était compliqué, qui était raconté dans des récits mythographiques et avec des erreurs de date, etc. Donc on sait aujourd'hui que c'est entre le XVIIe et le XVIe siècle avant notre ère. Et la deuxième chose, c'était, on n'arrivait pas encore jusqu'à présent à mesurer l'amplitude de ce que cette explosion avait produit. Aujourd'hui, des archéologues arrivent à mesurer que le tsunami a dépassé les 27-28 mètres et donc a produit un désastre absolument. 27-28 mètres, c'est un peu plus haut que le tsunami en 2004. Donc voilà, il y a une ampleur. Le tsunami en 2004, c'est 240 000 morts. Donc il faut imaginer à l'époque ce que ça produit. C'est-à-dire que le cataclysme est très fort. Et donc derrière ce cataclysme, il y a probablement une crise sans précédent, parce que je pense que l'humanité de l'époque a vu des images et a perçu des choses, c'est-à-dire les résidus des coulées pyroplastiques, les résidus des nuages, les vagues, etc., qui ont généré un traumatisme extrêmement fort. Et il est probable que, voilà, moi je voulais juste vous montrer ça parce que ça permet d'identifier une crise iconoclaste. Peut-être que la crise iconoclaste de cet objet est juste liée à un problème politique. Et qu'à un moment, il a fallu changer les idoles, changer la fascination, et que peut-être que cette crise maniériste, qu'on ne voit absolument pas ailleurs, enfin, il faudrait que je vous montre d'autres trucs, mais pas de cette manière-là, peut-être qu'elle est liée à ça. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'hypothèses sur cet objet. C'est ça aussi qui est fascinant dans l'histoire archéologique et dans l'histoire de l'art. Et c'est beaucoup d'hypothèses qui sont liées à un problème quand même de... Il y a des images qui sont brisées et il y a des images qu'il faut éclater. Et ça relève d'un truc très étrange sur cette question-là. Donc voilà, celle-ci, c'est récent, hein, c'est très récent qu'on arrive à peu près à dater et qu'on présuppose que le XVe siècle a été une crise iconoclaste en Crète. On ne mesurait pas ça. La crise iconoclaste d'Aton et d'Akhenaton, c'est pareil, ça a été une crise extrêmement forte. Il y en a d'autres, hein, il y en a eu en Chine, il y en a eu énormément en Inde. Et c'est toujours intéressant d'arriver à les placer. Celle-ci est une très ancienne et qui est assez fascinante parce qu'elle nous permet aussi de nous réinterroger sur cette culture minoenne, qui est une culture extrêmement étrange, dont on connaît quand même quasiment rien, et pour lequel il aurait fallu que je vous parle pendant des plombes, évidemment, d'un et d'autres grands problèmes de la culture minoenne. C'est évidemment Knossos, donc qui est ce site archéologique qui est au sud d'Héraclion,
qui a été entièrement reconstruit par l'archéologue anglais Evans à la fin du 19e siècle. Donc c'est une culture sur laquelle on a tant fantasmé, et puis là apparaît cet objet, qui vient foutre en l'air tout ce qu'on essayait d'arriver à comprendre sur ça. Donc voilà, moi aujourd'hui je voulais vous proposer ça juste pour vous faire comprendre que les objets qui arrivent, et évidemment les nouveaux objets liés à l'archéologie, c'est assez fascinant parce que ça permet de reconvoquer des modèles analytiques. Voilà, donc c'était... Ouais, dis-moi la belle. Oui, l'objet est conservé au musée archéologique de la ville de Scythia. Et Scythia qui est à l'extrême est de la Crète. Et derrière, vous avez... on en reparlera un jour, mais derrière, vous avez ce qu'on appelle des pitoïs, qui sont ces immenses jarres, et qui sont à l'origine du problème de l'humanité, puisque j'ai redécouvert très récemment, mais on en reparlera, que dans le texte d'Hésiode sur la fameuse boîte de Pandore, qu'il ne s'est jamais, il n'a jamais été question qu'il s'agisse d'une boîte, il s'agit d'un pitos. Donc un truc très gros, et que le pitos contient quelque chose qui ouvre à des imaginaires qui sont... mais bon, ça on en reparlera, on fera un autre Filiconie un jour sur ces questions-là. Mais voilà, du coup, c'est un objet qui me fascine et qui nous permet, nous, d'analyser ce que sont les crises iconoclastes. Et puis cet objet est assez incroyable. Ça, c'est quand même assez fou, quand même. Allez,